Alors aujourd'hui, on a des spreads extrêmement resserrés. Euh, on voit tout ce qui est investment grade, corporate, finalement sur des niveaux de spread très très resserrés. Est-ce qu'il y a encore de l'argent à gagner dessus? Benoît. Et c'est moi qui commence avec cette superbe question. Merci beaucoup. Euh, bon, je pense que le premier point qu'on voulait aborder tous, c'est peut-être remettre un contexte d'ensemble sur le marché obligataire. Parce qu'il faut vraiment avoir des idées de grande masse pour bien comprendre ce qui se passe. Le marché obligataire mondial, c'est 100 trillions de dollars qui schématiquement se divise en deux tiers sur les dettes d'État et un tiers sur les dettes d'entreprise. Donc, et en gros, donc vous avez 65 milliards sur les dettes d'État, 35 trilliards, pardon, trilliards sur les dettes d'entreprise. Sur ces dettes d'entreprise, le segment high yield, que ce soit US ou euro, ça représente 2 trillions de dollars. Donc vous voyez, c'est un fragment de l'intégralité du marché, c'est environ 2%. Et en fait, ce qu'on a vu aussi depuis 2-3 ans, c'est que vous aviez, quand vous parlez à beaucoup de nos clients, que ce soit des institutionnels ou des investisseurs plus CGP, globalement, vous aviez un niveau d'allocation sur le monde obligataire qui était extrêmement faible il y a 4 ans. Et ce qu'on a vu depuis 4 ans, c'est énormément de souscriptions dans ce marché obligataire, et notamment beaucoup plus sur la partie crédit. Et en fait, pourquoi sur la partie crédit? Vous n'êtes pas sans savoir que globalement, quand vous regardez les dettes d'État d'aujourd'hui par rapport aux dettes d'entreprise, prenons l'exemple de la France. La France, c'est quoi? C'est un budget en déficit depuis 1974, de manière constante. C'est en gros une dette sur PIB qui a doublé depuis 25 ans. Vous êtes passé en gros de 60 à aller 115-120%. Et donc schématiquement, ce qu'on a vu nous sur le marché du crédit, c'est beaucoup plus de clients et d'investisseurs qui ont voulu en fait capturer les spreads de crédit sur en fait des entreprises qui globalement sont très bien gérées, ont réussi à monter les marges pendant la période d'inflation et ont très peu de risques de défaut aujourd'hui. D'accord, mais par rapport au niveau de taux, est-ce qu'il ne serait pas préférable, je vais poser enfin demander une réponse à l'un de mes autres interlocuteurs, préférable d'aller vers de la dette d'État? Peut-être que Hassan ou Akram peuvent me répondre. Euh, la dette d'État, parce que finalement on voit que certaines dettes sont encore à des niveaux assez élevés et permettent d'avoir une rémunération quasi sans risque. Je pense, en fait, je pense, ma conviction aujourd'hui, c'est qu'on est en train de changer un peu de paradigme sur le marché obligataire. C'est-à-dire que pendant des années, on a expliqué à l'école, quand on a commencé à bosser, que la dette d'État, c'est la dette sans risque. Et que le crédit, c'est l'actif risqué. Euh, Comme disait Benoît, je pense que, vu les déficits budgétaires, on ne sait plus pricer la dette d'État. Qu'est-ce que ça vaut une OAT à 10 ans dans 10 ans? Je ne sais pas. Par contre, pourquoi? Je ne sais pas, parce que la trajectoire de la dette publique des déficits, on n'arrive pas à la pricer. Enfin, je veux dire, et ça, c'est pas la France, hein. C'est partout dans les pays de l'OCDE. C'est-à-dire la dette sur PIB des pays de l'OCDE, elle est passée de 65% à 115%. Alors on aime bien. Pardon. Donc c'est une tendance structurelle, ce que je veux dire. Et ça ne va pas s'arrêter, ça ne va pas s'arranger. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a un déficit démographique, parce qu'on a une population vieillissante, parce qu'il faut beaucoup d'investissements dans la transition, dans l'intelligence artificielle, dans la défense, etc. Et malheureusement, l'épargne privée aujourd'hui, on est dans des pays où l'épargne privée est très abondante, va pas dans ces secteurs-là, tout simplement parce que vous êtes bien placé, parce que tout le monde veut du sans risque. Tout le monde veut le compte en euros. Le compte en euros, ça ne crée pas de la croissance potentielle. Oui, les Français, c'est le fonds en euros ou l'IMO, hein. Exactement. Bon, je pense que l'IMO, depuis 3 ans, ça a un peu changé la Moins, tendance. oui. Mais tout ça pour dire que la dette publique va continuer à augmenter et donc on ne sait plus pricer la dette publique. Et le crédit, quand vous achetez Airbus, une obligation Airbus, je pense que vous pourriez la pricer dans 5 ans, 10 ans. Pourquoi? Parce que c'est une belle entreprise, parce qu'elle va bénéficier de tous ces plans de relance, d'infra et surtout de défense. Et parce que c'est pas géré, pardonnez-moi pour l'expression, c'est pas géré par des politiques, par des tocards, c'est géré par un conseil d'administration qui va prendre les bonnes décisions. Et donc, vous allez gagner de l'argent. Je suis pas sûr ce que ça vaut une dette d'État. Alors, je suis pas en train Alors de qu'une dire que dette le FMI va d'entreprise, on arriver sait en à qui France, on hein. a affaire. Je suis pas en train de dire, je suis pas en train de dire qu'on va faire faillite ou que le FMI va arriver. Non, je souscris pas du tout à ça.
mais tout simplement, je pense que le crédit, c'est mieux que la dette d'État aujourd'hui. Et on est en train de changer de paradigme. Et je pense que le crédit, ça devient l'actif sans risque. D'accord. Gilles, vas-y. Oui, si je peux rajouter un point, il y a vraiment deux tendances divergentes entre la dynamique de dette des entreprises et la dynamique de dette des États. Structurellement, ce qu'on voit, c'est que les entreprises se désendettent depuis quelques années, alors que les États s'endettent. Et en fait, il y a pas mal d'éléments qui vont décider du prix d'une obligation, de la performance que vous allez avoir dans quelques années, mais le désendettement, ça reste quand même, à la fois en termes de performance et surtout de risque, le paramètre majeur. Et j'ajouterai quelque chose de spécifique, cette fois-ci au marché US, puisque c'est un marché sur lequel j'ai aujourd'hui la majorité de mes investissements pour le compte de mes investisseurs. Aujourd'hui, il y a deux phénomènes qui sont très importants. On dit que le crédit est cher, mais les actions ont énormément monté, ce qui fait que beaucoup de sociétés ont des actifs dont la valeur de marché est 2 ou 3 fois leur valeur comptable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une société déciderait de liquider son bilan, elle ferait une énorme De plus-value, céder des actifs, rembourserait par sa exemple. dette. Et le deuxième élément, c'est c'est le corollaire de ce qui s'est passé sur le marché d'actions, en fait un marché de fusion-acquisition qui est très actif. Donc ça veut dire que la dynamique va continuer. Et puis je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que nous, c'est très important pour la partie crédit de nos portefeuilles, parce que si un marché primaire, ça nous permet de capter des petites primes par-ci par-là à chaque nouvelle émission pour le compte de nos investisseurs. Je pense que c'est plus vrai aux US, où on a vraiment cette dynamique à la fois de marché d'actions, de fusion-acquisition et de primes de risque qu'en Europe, mais on peut ouvrir le débat sur cette partie-là. Je vais rajouter un point. Pardon, excusez-moi. Je vais juste embrayer un peu sur la dette d'État. Nous, je vais être un peu moins alarmiste sur la dette d'État parce que c'est pas une globalité. On ne peut pas mettre tous les États dans le même sac. Donc, soit la France, l'Italie, la Grèce, l'Espagne ou les pays même d'Europe de l'Est. Nous, je pense que c'est des moteurs de performance pour nous d'aller sur ces pays-là, comme la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie. Et ça peut être aussi des moteurs de performance différenciants par rapport à la dette crédit. On a juste en fait une problématique au sujet de la dette d'État, c'est que on va dire que les dires des États sont un peu différents par rapport aux actions qu'ils entreprennent pour leurs États. Donc en gros, lorsque vous avez la France qui parle de son budget, etc., vous avez un marasme un peu sur le marché en termes de bruit. Donc vous avez beaucoup de bruit. Vous avez beaucoup de bruit au sein du marché, et ça peut entraîner un peu de volatilité sur la dette française. Mais en termes de soutenabilité de la dette, on va dire que l'inflation a permis de réduire aussi cette dette d'État. L'inflation qui est plus élevée, ça fait permis de gommer un peu la dette d'État. Et vous avez aussi également une relance de compétitivité, et ça on peut le voir avec l'Allemagne, qui essaie de relancer sa compétitivité grâce au secteur de la défense pour pouvoir soutenir sa dette d'État. La dette d'État elle est soutenable si la compétitivité, la croissance potentielle est égale au taux de refinancement de la dette de l'État. Donc ici, si on a une croissance potentielle qui remonte, en zone euro, pour certains pays, je ne parle pas de tous les pays, la France c'est un peu compliqué, mais quand on parle de l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, donc on a quand même on n'a plus de pays périphériques en zone euro. On a plutôt une homogénéisation des pays et une périphérisation de la zone euro. C'est pour ça qu'on a plutôt des différentiels de spread qui se sont réduits sur les dernières années. Donc moi je suis un peu moins alarmiste, je pense qu'il y a quelques pourcentage ou point de base à gagner sur la dette d'État, et à nous d'être agiles. Par curiosité, la dette d'État des pays de l'Est, par exemple, des pays importants comme la Pologne. La Roumanie, par exemple, sur la 2039, ça paye 5,80. Ça a payé 6,20 en octobre. Il y a eu un resserrement de taux de 40 BP. Ça a fait une performance exceptionnelle sur toute la courbe. Et vous avez aussi une récente étude d'ING notamment qui dit que, par exemple, la Banque centrale roumaine devrait baisser ses taux à horizon juin et juillet, que l'inflation baisse en Roumanie et que la croissance est meilleure qu'attendue. Donc c'est aussi un driver pour nous en termes de resserrement de spread et en termes de baisse des taux sur ces pays-là. D'accord. Donc peut-être des opportunités du côté de l'Est de l'Europe. C'est ça. Akram, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais juste abonder dans le sens de ce que je disais sur le crédit. Rappelez-vous, quand il y avait la crise souveraine, l'Italie, l'Espagne, etc., la Grèce, les belles entreprises grecques, type OTE, je pense qu'on est tous bien placés, les Enel, etc.,
euh, ils ont mieux performé que leurs souverains. Donc toujours, enfin, je pense que notre rôle, c'est pas de vous raconter le passé, parce que le passé, vous l'avez dans les VL et dans la performance défense, c'est plutôt l'avenir. Et donc c'est pour ça que j'aborde dans le sens où plutôt, en termes d'allocation obligataire, personnellement, je préfère avoir aujourd'hui des belles entreprises de bonne qualité que leurs souverains. Qui sont très endettés parce qu'on sait pas, on sait toujours jamais comment ça se déclenche une crise souveraine. En On ne fait, sait pas où on va. alors tout se passe bien et d'un seul coup, bah, rappelez-vous le moment Liz Truss en septembre. Je m'en rappelais très bien parce que j'étais à Patrimonia, tout le monde était un peu en panique. Ben, ça peut arriver, donc je pense avoir du crédit, de bonne qualité de crédit, euh, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du crédit de bonne qualité? Je vais peut-être vous poser la question, Benoît, si tu veux répondre, ou Gilles, parce qu'en fait, finalement, on s'aperçoit que quand on regarde les taux de défaut, on nous dit le high yield, c'est dangereux, ça suit les actions, méfie-toi, tu parles de rendement risque vraiment extraordinaire, mais méfie-toi. Vous avez 2 heures, 2h30? Non, 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 par contre, on n'a pas beaucoup Ok, de temps. bon, schématiquement, un crédit de bonne qualité, c'est quoi? Déjà, il faut comprendre comment est structuré le marché du crédit. Donc, vous avez la qualité investment grade et la qualité high yield. Ce que peu de gens savent, c'est que déjà, un des premiers paramètres des agences de rating pour déterminer si vous êtes en catégorie investment ou en catégorie high yield, c'est la taille de la société. C'est combien elle génère de son chiffre d'affaires par rapport à son secteur. Donc, il y a déjà un premier paramètre de taille. Le deuxième paramètre qui est très important, c'est évidemment son niveau d'endettement, ce qu'on appelle le levier financier. Bah, c'est le levier financier. Donc vous avez votre EBITDA, slash excédent brut d'exploitation en compta française, et vous allez calculer en fait le montant, combien d'années en fait d'EBE ou d'EBITDA vous avez besoin pour rembourser l'intégralité de votre dette. Schématiquement, on considère que les sociétés investment grade, elles ont des leviers qui sont plutôt faibles. 1, 2, 2,5. Il peut y avoir des contre-exemples, par exemple le marché des utilities, donc les sociétés type EDF, où là vous pouvez mettre plus de levier parce que vos revenus sont beaucoup plus récurrents. Troisième point, ça va être en fait ce qu'on appelle nous, dans notre jargon, le free cash flow, c'est la capacité organique de la société de se désendetter plus ou moins rapidement. Plus une société a une capacité de se désendetter rapidement, plus généralement, on peut voir une compression de ses spreads de crédit. Donc c'est tous ces éléments d'analyse financière qui vont nous permettre de gérer quelles sont les bonnes ou mauvaises entreprises. Et derrière, généralement, ce que vous allez trouver, c'est que plutôt dans le monde investment grade, vous avez des sociétés qui sont des grosses entreprises listées, avec une action listée sur le marché. Dans la catégorie high yield, vous avez plutôt soit des familles, soit en termes d'actionnaires, des sponsors, des fonds de private equity. D'accord. Alors, peut-être une question qui intéresse tout le monde dans la salle, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que les fonds datés sont toujours intéressants? Alors ici, il y en a certains qui ne font que des fonds datés, d'autres un mix. Ou est-ce qu'il faut aller vers des fonds flexibles? Parce que c'est la question que beaucoup se posent, surtout que on voit peut-être par rapport aux excellentes années, 3 dernières années passées, finalement que les résultats ont été au rendez-vous et qu'aujourd'hui on se demande s'il ne faut pas se méfier un petit peu, puisque si on prend moins de risques, ça veut dire qu'on est moins rémunéré aussi. Et qu'à côté de ça, chez nous Français, il y a ce petit concurrent qui est le fonds en euros. Absolument. Tu veux répondre, Gilles, sur les fonds datés? Alors, ok, je donnerai mon avis là-dessus sur les fonds datés. Alors, tu mentionnais à juste titre que les fonds datés lancés en 22-23, c'était un excellent millésime. Il faut savoir, les fonds datés, c'est comme du vin. Ça dépend des millésimes. Pourquoi ils étaient très bons? Parce que tout simplement, les spreads de crédit post-invasion russe, c'était à 500-600 points de base. Donc, vous loquez un rendement. Le market timing compte beaucoup dans un fonds daté. Donc, c'est pour ça que les perfs étaient très bonnes, tout simplement. Aujourd'hui, le constat est simple. Les spreads de crédit, c'est-à-dire ce qu'on paye, ce qu'une entreprise privée donne comme rendement au-delà du taux sans risque. Le taux sans risque, si vous êtes sur un fonds daté de 5 ans, le taux sans risque, c'est le taux allemand à 5 ans, c'est 2,5. Donc, elle donne 200 points de base de plus. Si je prends des entreprises de bonne qualité, puisque ta question c'était Iliad, les Rexel, les Nexans, et encore, je pense que c'est encore un peu moins, si on prend des entreprises de bonne qualité. Donc, à 250 points de base, c'est pratiquement 3 fois moins les niveaux de 2023. 2023-2022. Donc clairement, aujourd'hui, si on fait des fonds datés, le potentiel de performance sera beaucoup plus faible
que ceux de 2022. La question, est-ce que c'est intéressant ou non, tout dépendra de votre objectif de performance. Sauf si les taux venaient à baisser, Oui, mais les taux venaient à l'inflation baisser. et les taux, Alors, quoi. en fait, l'avantage des fonds datés, en tout cas, nous, comment on fait, l'avantage, c'est on peut modéliser au bips près votre performance à la fin. Ça veut dire quoi? Vous prenez le coût du risque dans votre portefeuille. Le coût du risque, c'est quoi? C'est vous vendez quelque chose, vous achetez une obligation à 100, vous la vendez à 80. Ce n'est pas forcément le défaut, parce que le défaut, ça met du temps. Voilà. Vous avez des sorties, vous êtes vendeur forcé sur un marché où vous achetez quelque chose à 100 que vous devez acter la pomme. Ça, c'est le coût du risque. Et surtout, sur les fonds datés, ce qu'on oublie souvent, et j'en parle beaucoup, mais je pense que ce n'est pas très bien compris, mais c'est le réinvestissement. C'est le réinvestissement, il faut modéliser le réinvestissement. Parce que sur les fonds datés, la com est souvent le rendement porté à 6, ça suppose que vous réinvestissez tous vos flux. Ça suppose que vous avez zéro risque. Or, le high yield, il y a du risque, le crédit a du high yield. Et vous supposez que vous réinvestissez à 6%. Or, à mesure que vous approchez l'échéance, vous ne réinvestissez pas à 6%. Oui, Gilles, toi, tu fais comment alors par rapport Enfin, à j'ai pas ton fini fonds la... daté? mais- Ah, excuse-moi. Non. Alors, donc, en fait, tout dépend de l'objectif de performance que vous avez. Si votre objectif, c'est d'avoir le même performance que 22-23, c'est impossible. On ne va pas faire des miracles, je pense qu'on serait tous d'accord là-dessus, sauf vous mettez du levier, bon, après, ça se discute. Donc, nous, plutôt, on prône les fonds ouverts aujourd'hui que les fonds datés. On a un très bon fonds daté qui s'appelle Rendement Global 2031, qui est premier d'ici sur 1 an, 2 ans, tout ça. Romain et toute l'équipe ici, ils ne le mettent pas en avant. On attend que les spreads peut-être s'écartent pour rentrer les clients, mais déjà, il fait d'excellentes performances, mais on met plus en avant les fonds ouverts. Voilà, D'accord, plus les fonds flexibles. Ok. Gilles, vas-y, ton sentiment, toi. Oui, alors moi je dirais j'ai la chance de pouvoir investir entre l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, je vois vraiment une très belle opportunité pour continuer à faire du fonds daté en prenant du risque aux États-Unis, pour les raisons d'ailleurs que j'ai mentionnées aujourd'hui. C'est une économie qui a un taux de croissance qui est beaucoup plus important. On peut se poser les questions des prochains trimestres, mais vu le point de départ qui est autour de 4% de croissance réelle, je préfère aujourd'hui être aux États-Unis avec du risque à partir de 4% de croissance réelle qu'être en Europe avec une croissance totalement étale. On trouve des sociétés qui, comme je l'ai dit, en fait, ont de très bons actifs à leur bilan, ont de très bons business, sont des leaders dans leur secteur et qui paient encore en dollars entre 6 et 8 de rendement. Si on enlève 1,5 pour tenir compte de la couverture de change, on arrive quand même toujours entre 5, 6, voire 7%. Dans des secteurs qui ne sont pas forcément sensibles à l'économie, comme par exemple les services financiers qui sont très développés aux États-Unis et qui se financent par le marché à yield. Je pense que la dynamique de fusion-acquisition qui a vraiment démarré l'année dernière, mais qu'on va voir vraiment se développer cette année, on a le LBO d'Electronic Arts qui est le leader du jeu vidéo qui va arriver avec probablement 10 à 15 milliards d'obligations en dollars, quelques milliards d'obligations en euros, et on a toute une série comme ça de sociétés. Dans mes portefeuilles actuels, il y a beaucoup de sociétés qui ont soit des ventes d'actifs, soit qui sont l'objet de fusion-acquisition. Il y a vraiment une très belle dynamique. Aujourd'hui, grâce au yield US, on continue encore sur notre fonds Mandarin Global Target 2030 à faire des portefeuilles qui, ramenés en euros, tournent autour de 6% pour nouveaux souscripteurs grâce au yield américain. Du côté yield européen, on se sert du yield européen comme diversification. On est vraiment sur des crédits moins risqués. C'est du fonds de portefeuille et on n'ira pas aujourd'hui chercher les crédits les plus risqués du yield européen parce que pour moi, soit c'est de trop mauvaise qualité, soit c'est trop cher du côté européen. Et toi, Hassan, alors oui, tu as un fonds Merci daté beaucoup. aussi. Nous, on a un fonds daté, effectivement, on a relancé chez Apsilem un fonds daté 2031, très récemment, qui était en 2025, un millésime 2025 qu'on a Vous avez roulé, fusionné, roulé en fait. roulé, exactement, transformé en 2031. Et nous, on pense qu'il y a encore, je pense, dans une allocation, ça peut être un produit qui permet de capter un rendement intéressant. Voilà, pourquoi? Parce qu'on ne va pas faire que du high yield pur dans ces fonds-là. On va pouvoir faire des obligations hybrides corporate avec des dates de remboursement anticipées de maturité 2030-2031. Les émetteurs sont notés investment grade généralement et ont des obligations subordonnées qui sont notées BB+ ou BBB-. Et donc ça nous permet aussi d'aller sur des entreprises qui sont de meilleure qualité, mais dans un rang de subordination plus faible. Donc voilà ce qu'on peut faire dans ce genre de fonds à échéance 2031. Le risque de call, finalement, le risque réputationnel, quasiment toutes les entreprises
call lorsqu'elle l'annonce, ou alors il y a eu que très peu de cas où les entreprises ne remboursaient pas de manière anticipée ces récentes années. Donc pour nous, c'est aussi un driver et un moteur de performance sur les fonds datés. Et on a eu un fonds échéance 2027, donc on avait lancé en 2022, qui lui a réalisé une performance de l'ordre de 7% annualisé net de frais sur la période. Donc effectivement, il avait profité des spreads de crédit plus élevés, mais aussi la sélection des émetteurs est primordiale. Donc on ne va pas aller sur du single B, du triple C, Par des junk indiscrétion, bonds. vous avez eu des défauts ou pas du tout? On n'a pas eu de défaut sur ce fonds-là. On n'a pas eu de défaut sur ce fonds-là parce que la sélection était très fine. Et nous, on est dans une stratégie buy and watch. Donc on ne fait pas du buy and hold pur. On achète le titre, on attend jusqu'à l'échéance. Voilà, et donc on est remboursé au pair et c'est très bien. Alors, nous, quand les spreads sont trop comprimés sur un émetteur, on n'hésite pas à le sortir du portefeuille pour réinvestir. Et ça, c'est le réinvestissement sur des émetteurs effectivement qui offrent un potentiel de rendement plus élevé lorsqu'on arrive à pricer en fait qu'il y a une certaine dichotomie entre le risque qui est pricé par le marché et le rendement que cet émetteur offre sur le marché. Donc finalement, on pense que les fonds datés, nous, il y a encore du potentiel et il y a encore... j'ai écouté l'année dernière la même conférence donc avec d'autres intervenants. Donc ils disaient déjà que les spreads sont très bas, sont très bas et tout. comprimés. Et on a fait une super La année, dette d'État, c'est compliqué, etc. On a fait une super année en 2025. En fait, c'est un marché où la sélection, le bond picking est très important. Donc si vous faites un bond picking qui est effectivement un peu rude, un peu trop risqué, vous pouvez avoir des défauts et là, ça peut impacter effectivement la performance à terme de votre portefeuille. Vous ne retrouverez jamais vos 4, 5, 6% que vous projetez. Donc pour nous, le risque de défaut, c'est ce qu'il faut pricer le plus dans ce type de fonds-là, quitte à aller sur des entreprises qui payent un peu moins, mais dont il y a peut-être un potentiel de resserrement de spread à terme. Oui, en fait, le crédit, Benoît, il faut que Ouais, vous soyez stock j'aimerais, picker, c'est ça? Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais je voulais en profiter quand même parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, bon, c'est l'objet d'un débat, hein. Bon, le marché à yield, je fais ça depuis très très longtemps. Et en fait, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que le marché dans son ensemble, en spread de crédit, il est cher. On a dit pourquoi il est cher. Il y a eu énormément de flux techniques qui sont rentrés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, globalement, le marché high yield mondial, c'est 2% de la dette disponible. Regardez votre niveau d'allocation aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un niveau d'allocation sur le high yield qui est supérieur à 2%. Donc, de facto, évidemment, ça crée un effet de cherté du marché sur cette partie-là. Nous, chez Keren, globalement, on a lancé 2 fonds datés en 2022 et 2023. Je rejoins un peu Akram sur le fait que moi, personnellement, je lance des fonds datés quand les spreads de crédit sont très au-dessus de leur moyenne historique. Alors peut-être que ça n'arrivera plus jamais parce qu'on l'a dit, le crédit est peut-être devenu le nouvel actif sans risque. Donc il faudra remodifier les paramètres d'analyse sur du très long terme. Mais globalement, depuis 25 ans, des périodes où c'était un nouveau paradigme, j'en ai vu un paquet. Donc je me dis qu'à un certain moment, on n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer, de certaines choses. Là où je vais un peu être différent dans l'approche, c'est que moi, dans mon fonds principal, qui s'appelle Keren Corporate, j'ai une approche qu'on appelle barbell. Donc je peux travailler en fait sur énormément de segments. Et par contre, je considère que sur certains dossiers très stressés, alors c'est une approche très particulière, hein, mais vous pouvez participer à des restructurings, vous achetez de la dette très décotée et vous participez au redressement de la société. Et nous, c'est ce qu'on a fait l'an dernier sur 2 dossiers, qui sont nos 2 plus gros moteurs de performance de 2025. Donc, il y a des opportunités à faire, c'est un autre travail, il faut travailler avec des avocats, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez extraire du 10, 15, 20% de retour sur investissement sur ces parties-là. Alors évidemment, nous on le calibre de manière assez limitée, parce que quand vous vous trompez, ça peut faire très très mal. D'accord. Akram? Par rapport justement au high yield, aux fonds datés, toi tu dis non, les fonds datés? Juste, je vais préciser mes propos parce que sinon, j'ai pas dit. Fais gaffe, hein, si dans 6 mois Romain vient nous voir et c'est nous ça, propose Romain, un il va fonds me dire daté, après, il va être attendu, je vais pas envie. Non, juste pour clarifier mes propos, quand on dit c'est une opportunité ou non, ça dépend de quel objectif, quel est votre objectif de performance, horizon de placement et à quelle référence vous faites. Si vous me dites ma référence est un placement
4 sans risque, la question qui se pose, est-ce qu'un fonds daté 5 ans va vous faire 4% net à horizon 5 ans? Ma réponse à ça, et je peux vous le certifier, on peut se revoir dans 5 ans, donc ça fait 5 ans, quoi, ça, 2031, que c'est pas possible vu les niveaux de spread. Tout simplement. C'est mathématique. Alors, la beauté du marché obligataire, c'est mathématique. Quand vous achetez une action Nvidia, vous pourriez perdre 100% s'il va à 0, mais vous pourriez faire 6000%. Le marché obligataire, vous achetez une obligation avec un coupon, une maturité, vous pourriez modéliser votre trajectoire. Donc, si vous vous dites, c'est mathématique, enfin, je suis désolé d'être un peu technique, mais c'est important que vous ayez ça en tête, parce que notre rôle, c'est d'éclairer les choses. Si vous me dites, est-ce que je peux faire un fonds échéance 5 ans qui vous donne 10% de rendement, je vous mets Ubisoft, Eramet, et puis Nexity, quelques entreprises françaises, je peux vous afficher un portefeuille 100% euros à 13% de rendement. Vous serez tous contents. Je ne suis pas sûr que vous allez faire 13% à horizon 5 ans. Okay. Donc, la question, c'est un marché à niveau de spread. Il faut être pragmatique par rapport à ça. Et donc, si vous avez des frais à 1,5 et vous avez des frais de contrat de 1, donc ça fait 2,5, c'est-à-dire qu'il faudrait que votre niveau de spread soit minimum à 450 pour délivrer une performance au-delà de 4%. C'est mathématique, en fait. Je ne suis pas en train... je veux être très précis. Donc, nous, pour faire 4 ou 5%, pour battre le fonds euro, parce que la référence, c'est les fonds euros, n'est-ce pas? Oui, mais les fonds en euros, finalement, ça n'est jamais que du 2, 2,5 net Non, mais de CSG. Faut pas, il y a les fonds en euros boostés, mais ça dure 1 an ou 2. Oui. C'est pas... Enfin, moi, je me réfère par rapport à la base d'aujourd'hui. On me dit il y a des fonds euros à 4, tout ça. Bon, si c'est 2, oui, effectivement, la base de comparaison, elle est plus simple. Hein. Oui, évidemment. Mais je pense que ma conviction, c'est que sur un fonds flexible ou un fonds ouvert, c'est-à-dire autre que le fonds échéance, vous avez plus de leviers pour créer, vous avez plus de leviers de performance qu'un fonds échéance. Pour créer de la valeur, c'est ça? Parce qu'un fonds échéance, vous êtes contraint par l'échéance et vous avez beaucoup de freins. Alors qu'un fonds ouvert, vous pourriez arbitrer la courbe, vous pourriez prendre des convictions, des paris plus importants, vous pourriez chercher la valeur là où elle se trouve, okay. Alors que c'est un fonds échéance, vu les niveaux de spread, me semble-t-il, et je prends le pari là-dessus, que c'est difficile de délivrer 4%. En fait, le rendement courant que vous voyez, et c'est là où la confusion, n'est pas l'espérance de votre performance future. La performance future. C'est ça le truc qu'il faut garder, parce qu'il y a un coût du risque à intégrer. Et le coût du risque, on le connaît, 25 ans, on prend les matrices de transition. Un fonds qui est noté simple B, votre coût du risque est de 1,25 par an. Vous pourriez modéliser. Un double B, c'est 0,5. Voilà. Et ça dépend des zones géographiques. Évidemment, si vous êtes marché émergent, votre double B, le coût du risque, est 1,5. Ça veut dire 100 points de base au-dessus du marché euro. C'est mathématique. Je veux vraiment clarifier ce point. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des fonds échéances. C'est vous qui prenez cette décision-là. C'est juste, je dis, c'est par rapport à une référence et quel est l'objectif de placement et le contexte de marché. C'est tout. Donc, il vaut mieux privilégier les fonds flexibles. Nous, ce qu'on met en avant depuis 1 an, c'est les fonds ouverts, flexibles, globaux, pour créer de la valeur, pour trouver, et ce qu'on arrive à faire. Les fonds échéances, on arrive, mais certainement, si les spreads s'écartent, on aura des meilleures opportunités. Alors, quelle rémunération peut-on attendre de vos fonds chez les uns et les autres? Gilles? Alors écoutez, nous, on a un fonds qui est ouvert à souscription et au rachat tous les jours, qui tourne aujourd'hui autour de 6% brut en euros, donc vous enlevez les frais. Entre autres, grâce aux investissements qu'on fait sur les US et qu'on couvre contre le risque de devise, je pense qu'on est au-dessus de 4, clairement. Ensuite, il y a un débat, effectivement, fonds échéance contre fonds flexibles. Moi, j'ai bien vu le mouvement, comme vous l'avez tous vu l'année dernière, où beaucoup de sociétés de gestion ont dit « arrêtez les fonds échéances, prenez des fonds flexibles ». Et les performances des fonds flexibles l'année dernière a été relativement mauvaise. Mauvaise. Moins bonne que les fonds à échéance. Oui, souvent. Ou pas tous, pas tous. Souvent. Mais- Ouais, débat là. Très bien, au moins j'ai réveillé tout le monde. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les deux parce que dans un fonds flexible, vous jouez quand même sur le skill, sur le timing et sur la chance aussi du gérant. Donc vous éloignez aussi des fondamentaux. Donc je pense que les deux ont leurs allocations. Pour moi, honnêtement, et ça fait longtemps que je fais ce métier, le fonds échéance ou le fonds de portage, c'est du fonds de portefeuille. Et le fonds flexible, c'est ce que vous mettez pour diversifier, pour tilter votre performance. Évidemment, ça dépend beaucoup du choix du gérant, de la manière dont il intervient, du nombre de marchés dont il intervient.
Après, ça a un intérêt, je pense, pour sécuriser aussi, comme je disais, les gains qu'on peut avoir fait sur d'autres marchés, hein, parce que finalement, le fonds en euros, demain, s'il y a un coup d'esbrouf politique en France avec qu'on vient piocher dans nos économies sur les fonds en euros, on sera tous un peu tristes et il sera trop tard. Les spreads seront à 700 et là, ça serait une bonne opportunité. Une bonne opportunité, dit Akram. Je l'ai dit de manière un peu polémique, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter les effets de balancier, de faire que des fonds échéances, puis comme l'année dernière, de faire que des fonds flexibles pour être plutôt déçus. Puis ensuite, il faut vraiment dire, vous avez plusieurs instruments, vous avez beaucoup de gérants, c'est l'occasion de diversifier. D'accord. Benoît? Non, mais en fait, je suis assez d'accord avec ce que dit Gilles. En fait, les deux instruments sont utiles, mais je pense que c'est une question de timing de lancement. Voilà. On sait tous qu'à certains moments, bon, bah, il y a des campagnes dans toutes les sociétés de gestion. Moi, je suis assez d'accord sur tout ce qui a été dit. Aujourd'hui, nous, on préfère aussi la flexibilité parce qu'on trouve qu'il y a plus de choses pour aller capturer des primes de rendement. On n'a pas parlé des convertis, mais je sais qu'Akram en fait aussi. Enfin, il y a plein de sous-segments où vous pouvez aller extraire de la performance là où vous ne pourrez pas forcément l'extraire dans un fonds daté qui, normalement, un fonds daté, c'est censé être du buy and hold ou du buy and watch. Mais même un buy and watch, ça ne veut quand même pas dire que vous allez avoir 50% de l'actif qui va tourner dans les 5 ans de durée de vie du portefeuille. Donc, aujourd'hui, avec des spreads qui sont assez faibles, effectivement, c'est compliqué d'espérer des rendements qui soient proches de ce qu'on a connu les 3 dernières années. Là où je vais mettre tous mes camarades, je pense qu'on sera tous d'accord, il y a un niveau de maturité du marché crédit qui est quand même beaucoup plus fort qu'avant. Et ce qu'on remarque historiquement, par exemple, quand j'ai commencé, donc ça fait longtemps, début des années 2000, la corrélation entre le marché action et le marché à yield, c'était 0,7-0,8. Donc si votre marché action perdait 1%, le marché à yield perdait entre 0,7 et 0,8. Aujourd'hui, on est à 0,20, 0,30, voire il y a des phases de marché où on tombe à 0,05, 0,10. C'est extrêmement faible. Ça, c'est lié évidemment à tous les flux techniques que j'ai indiqués. Si on prend 12 mois où on n'a que des rachats et tout le monde va sur la dette d'État, sur l'or, sur je ne sais quoi, l'immobilier, ça ne sera pas la même chose. Mais il y a un niveau de maturité où, sur ta question de sécurisation des gains, si effectivement, si vous voulez être toujours, en gros, indexé à des entreprises, mais vous êtes plus confortable sur les valorisations des marchés actions, le crédit corporate est une bonne solution. Le corporate. Hassan? Bah, je suis assez d'accord, mais je réitère, en fait, ça dépend de l'allocation que vous avez, en fait. Vous n'avez pas effectivement... Toi, tu as des fonds flexibles Nous, on a aussi. des fonds flexibles qui s'appellent Stratégie Rendement, notamment, qui est un très bon fonds qui fait une super performance depuis 2022, qui peut se mettre en sensibilité négative. Donc, lorsque les taux montent, il peut être hedgé face à la hausse des taux. Donc, on a un scope de sensibilité qui va de -2 à 7. Donc, ça nous permet effectivement d'être très technique et d'être très agile sur le marché pour se couvrir contre la hausse des taux, pour remettre de la sensibilité lorsqu'on pense que les taux vont baisser. Et c'est un fonds qui est effectivement flexible avec plusieurs moteurs de performance, les convertibles, les hybrides corpo, les obligations contingents convertibles, donc les AT1, du high yield, de l'investment grade. Donc on peut faire un peu de tout. On peut faire également des options sur le marché action. Donc c'est aussi intéressant pour se couvrir également lorsqu'on pense que le marché action est très valorisé. Pour l'instant, on n'en fait pas trop parce que ça serait un détracteur à la performance. Mais tout est sujet à location. On ne va pas vous dire d'aller 100% sur un fonds échéance, 100% sur un fonds flexible. Et je rejoins ce que les panélistes ont dit. C'est normal. C'est toujours une diversification qu'il faut faire dans les portefeuilles. Mais les fonds flexibles offrent effectivement des moteurs de performance différents, si tant est que sur le crédit, lorsqu'on fait du crédit sur ces fonds-là, on analyse très bien les sociétés. Donc nous ce qu'on fait chez Apsilem, c'est qu'on a un modèle de scoring en interne qu'on a développé, qui est très conservateur par rapport aux notations des agences, qui nous a permis de sortir de certains secteurs avant d'avoir des écartements de spread de crédit. La chimie, par exemple, en début septembre, lorsqu'il y a eu un peu plus d'écartement de spread sur ce secteur-là, et que le secteur était à contrariant par rapport au marché du high yield. Donc nous, ça nous permet effectivement de bien nous positionner sur les entreprises. C'est toujours l'analyse d'entreprise et des fondamentaux
On peut dire les spreads, effectivement, sont très comprimés, très serrés, mais sur certaines sociétés, vous pouvez avoir des spreads à 500, mais la valorisation chez nous, peut-être que ça vaut peut-être 400, donc on s'attend peut-être à un resserrement des spreads de crédit sur ce type de société, parce qu'on pense que les fondamentaux sont solides. A contrario, lorsqu'on voit une société qui est dont les spreads sont très comprimés, on va la sortir du portefeuille, parce que le modèle nous dit, effectivement, ça vaut plutôt 300, 350 de spread et pas de 200, donc on peut arbitrer comme ça. C'est pour ça que la flexibilité, c'est un moteur de performance qui est de plus en plus actuel dans un monde où on n'a plus de quantitative easing, on a des technicals qui sont très forts. Donc vous avez le marché primaire depuis le début de l'année, voire même l'année dernière, sur le high yield, sur l'investment grade, sur les obligations souveraines. On a dit que les obligations souveraines, c'était compliqué, mais lorsque vous voyez l'Italie qui émet sur plusieurs points de courbe et dont les books sont sursouscrits 10 fois, 15 fois. La France, c'est pareil. À la France à 30 ans, c'était c'était très sursouscrit. Vous avez quand même des technicals qui sont assez forts sur le marché du crédit, le marché des souverains également, les effets flux. Et c'est pour ça que les écartements de spread de crédit, si on les attend, on ne peut pas investir parce que pour le moment, lorsque vous avez un écartement de spread de crédit sur le marché, ça Vous tient conservez une beaucoup de journée ou deux. liquidités, tous dans vos portefeuilles? Quand même, Oui, pour bénéficier s'il y a des s'il y a opportunités des d'une opportunités capacité de... pour Il n'y en a pas participer au depuis marché primaire, mais 18 c'est mois, hein, compliqué. Ouais. à cause des flux techniques, hein, on l'a très bien dit. Toi, Akram, alors? Alors, je suis désolé, je vais réitérer un tout petit peu ce que j'ai dit. Tu veux pas nous parler un peu des convertibles? C'est pas là qu'il y aurait de l'argent à gagner? Si, enfin, il y a des choses. Alors, je pense que la question que vous Pas du devriez crédit poser. pur, mais bon. Non, non, la convertible, c'est une obligation avec un call sur l'equity, ce qui fait la beauté de l'instrument. Donc, vous êtes remboursé, sinon vous prenez. Non, je vais redire, je pense que la question fondamentale pour vous aujourd'hui, c'est pas où est-ce que je vais gagner le plus d'argent, parce que tous les marchés sont chers. Franchement, moi, si on m'explique qu'il y a un marché qui n'est pas cher, les actions, les tech US, le crédit, je voudrais bien écouter, ou les émergents, tout ça. Tous les marchés sont chers. Je pense que l'enjeu pour vous, pour 26, ou voire 27, c'est dire la première chose, je comprends ce que je fais, déjà. Parce que généralement, quand on arrive sur des phases de marché comme ça, on met beaucoup d'ingénierie, beaucoup de leviers. Je pense malheureusement l'expérience passée un tout petit peu de ce qui s'est passé sur l'immobilier il y a 4-5 ans pendant les taux à zéro et on a fait beaucoup d'ingénierie. Je pense que ça illustre un tout petit peu ça. On voit ça sur certains segments de marché comme la dette privée, etc. Il faut faire attention. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de dire comment je vais faire 10% parce que c'est compliqué de faire 10% dans le crédit. L'idée, c'est de dire comment dans le crédit, je peux avoir de la perf avec le minimum de risque que je vais prendre. Et quand, encore, je me répète, quand vous êtes sur des spreads de crédit investment grade à 80 points de base, c'est-à-dire que vous achetez une obligation de type Total ou une entreprise investment grade à 80 centimes de plus que l'État, et sur le high yield, c'est 200 points de base de plus, vous n'allez pas faire des miracles. Alors évidemment, il faut chercher là où se trouvent les opportunités, un peu partout. Il y en a, évidemment. Mais globalement, je pense qu'il ne faut pas courir. Généralement, l'erreur qu'on fait souvent dans ces phases de marché, c'est de courir derrière le rendement. Je me répète, je peux vous faire un portefeuille noté WB ou B+, à 13% de rendement, mais je ne suis pas sûr que vous allez être remboursé. Okay, donc, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire comment j'optimise mon risque-rendement parce que tous les marchés sont chers. Et on est tous, je pense, on est tous optimistes. Il n'y a pas de raison d'être négatif. Mais souvent, quand tout le monde est dans le même sens, tout le monde pense la même chose, c'est toujours l'effet de surprise qui se produit. L'effet de surprise, il est d'autant plus amplifié. La courbe des taux, il faut la surveiller. Il y a un nouveau chairman de la Fed qui arrive, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Le dollar, vous avez vu, quand il y a des secousses de dollars, tous les marchés vont au tapis. Parce que le plus gros trade sur le dollar, c'est le carry yen. Le plus gros détenteur de marché actions dans le monde, c'est les Japonais. Et tout le monde fait du carry trade. Okay, donc il faut faire attention à ça. Les spreads vont s'écarter, je peux vous rassurer ça. Où il va y avoir des opportunités. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est comment j'optimise mon risque-rendement. Nous, on a des fonds globaux. Alors, on a un fonds qui sort un tout petit peu des fonds échéances et des fonds flexibles, qui s'appelle Crédit Innovation, qu'on met en avant, qui va chercher les pépites du marché à yield, c'est-à-dire les entreprises de bonne qualité qui sont positionnées sur des tendances structurelles de long terme.
qui sont l'intelligence artificielle, tout ce qui est souveraineté, tout ce qui est transition énergétique. C'est un tout petit peu, on va chercher les futurs Netflix, Uber Technologies, etc. C'est-à-dire on va acheter ces entreprises un peu partout, aux États-Unis, dans les pays émergents, en Inde, en Europe, si on en trouve, avec des rendements de high yield, ok, qui vont devenir demain investment grade. Donc en fait, on est moins impacté par les niveaux de marché et on donne du sens à la finance déjà. Enfin, notre investissement, on ne va pas investir, on ne va pas filer de l'argent à un sponsor qui va restructurer une boîte. Ça, c'est la première chose. Et puis, ça crée de la valeur. L'objectif, c'est de faire 5%. Et aujourd'hui, juste pour te dire, Akram, tous les clients, moi je suis très surpris, mais je pense que mes collègues, c'est la même. Quand on leur parle d'armement, ils sont tous prêts à investir dans l'armement, hein, alors qu'avant, on ne parlait que du verdissement. Hein. Ma meilleure perf, c'est Excel Technologies. C'est une convertible. Juste pour vous situer, Excel Technologies, elle a emprunté à 13% auprès des banques en octobre 2025. C'est le leader européen, enfin c'est une boîte française qui fait les drones sous-marins. Ils sont venus sur le marché des converts, j'ai participé pour être un peu dans la thématique que j'ai indiquée. Un gros succès, la convert, elle a fait 30% de performance. Ce qui est beau dans l'univers des converts, c'est la convexité, alors que sur le crédit, vous avez plutôt un trade de portage, partout dans le crédit d'ailleurs. Et surtout, ils sont revenus sur le marché Excel Technologies il y a un mois. Ils ont fait une tape, c'est-à-dire ils ont augmenté 200 millions, grosse demande. Ils ont fait une tape, c'est-à-dire une augmentation du montant de l'obligation à un taux négatif de moins 1,5. Ce qui fait que le taux d'endettement de la boîte, Excel Technologies, il est passé de 14%, les banques lui prêtaient à 14% il y a 4 mois, à 1,8% aujourd'hui. Vous voyez, c'est une thématique, ça fait sens. Vous soutenez quelque part un tout petit peu la souveraineté nationale, enfin, vous donnez du sens. Après, on peut avoir un problème moral sur l'armement, tout ça, mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas être naïf. La bonne nouvelle, c'est vu que la défense, ça doit être 0,3% des indices en crédit d'entreprise. Si vous voulez faire de la défense, allez faire des actions ou des convertibles, hein, parce qu'en crédit, vous aurez, en crédit, vous pourrez rien acheter. Hein, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller chercher les valeurs là où elles se trouvent. Dans le crédit, c'est un trade de portage, de rendement sur les niveaux que vous avez. Si vous cherchez de la convexité, c'est-à-dire quelque chose qui va vous faire de la plus-value en capital, il y a certaines classes d'actifs sur les thématiques que j'ai mentionnées. Écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Je pense qu'on a fait le tour. Bon, vous serez à même de battre les fonds en euros classiques, pas boostés? J'aurais craché. On va essayer, on va tous essayer. On compte sur vous quand même. Hein. Voilà. En tout cas, merci pour votre participation.